Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve alors déjà notre détective des plateformes, c'est Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Original. Comment ça va Gauthier ? Ça va très bien, je suis de retour et j'ai apporté ma loupe. Et avec nous, c'est notre nouveau chroniqueur régulier sur cette saison 2, Monsieur News, Magic Andou est avec nous. Bonjour Andou. Salut les copains, salut les copines, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de quoi ? On va parler, un gros plan sur la saison 3 de Monster sur Netflix, une incursion sans concession au cœur du méta serial killer, un petit peu celui qui a engendré presque tous les autres. Ensuite, on pourra retrouver Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et alors, du coup, Gauthier, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va dire les vrais trucs sur le true crime, ce genre qui est si populaire, surtout sur les plateformes. Et on va se demander si c'est pas un petit peu du voyeurisme, tout ça, quand même. Oh, j'adore. On se fera ensuite l'agenda avec la watchlist de Menro, une sélection des sorties qui m'auront, moi, interpellé cette semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news par Andou. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde, Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Alors Andou, ça vient de tomber. Et oui, alors qu'est-ce qui vient de tomber ? Eh ben, une image, un visuel. Je vais vous la décrire, vous allez essayer de comprendre de quoi je parle. Alors, sur un chemin de terre sinuée, on voit une personne à cheval qui s'éloigne à l'horizon, accompagnée de deux autres chevaux. Ah, non, pardon. L'atmosphère évoque une quête et un voyage solitaire. Un cavalier, on voit de dos, enveloppé dans une cape et un manteau. C'est Zorro. Non. Et le décor, qu'est-ce qu'on a derrière ? Dans le décor, des collines ondulées, des prairies baignées de lumière, bref, le tout dégage une sensation de calme, d'aventure et de mélancolie. C'est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Non, mais tu te rapproches. Et en fait, il s'appelle Dunk. Alors Dunk, c'est qui ? Ah mais là je sais. C'est un personnage de la prochaine série, enfin le spin-off, un des spin-offs de Game of Thrones. Tout à fait, ouais, voilà. Tiré Donc voilà, le premier visuel est tombé. Donc en fait, un petit peu pour le récap, en fait, depuis la fin de Game of Thrones, HBO a juste une idée en tête, c'est de faire mieux ou au moins pareil que Game of Thrones. Donc en fait, ils ont sorti des projets de spin-off en pagaille. On note The Sea Snake par exemple, qui va revenir, qui est censé revenir sur l'histoire de Corlys Velaryon, le personnage joué par Steve Toussaint dans House of the Dragon. Il y a aussi un spin-off sur la princesse guerrière Nymeria qui était dans les tuyaux. Pareil, après, il y a le chantier, il y a la saison 3 de House of Dragon qui est aussi dans le chantier. Mais en fait, tout ça, on n'a pas trop l'impression qu'on va en parler comme Game of Thrones. Mais par contre, donc, le projet qui est le plus abouti au jour d'aujourd'hui, c'est A Night of Seven Kingdoms, donc prévu sortie 2026. Promis, un jour, je verrai Game of Thrones. Pour le moment, je me contente de la saison 1. Ok, alors juste pour parler juste un peu quelques mots sur King of Seven Kingdoms, qui parle donc de Monsieur Dunk là. Dunk qui est en fait un ancien écuyer qui va du coup, on va dire, il va prendre un peu sa vie en main après la mort de son maître. Voilà, donc ça c'est un pitch très simple. La grosse différence par rapport à Game of Thrones, c'est que le créateur, il veut qu'on soit le plus éloigné possible de Game of Thrones et il veut centrer l'histoire dans un monde médiéval sans dragons. Ah oui, du coup, moi, je suis hyper client, là. Voilà, donc, je suis très éloigné de Game of Thrones. Déjà, en plus, tu vois, tout le côté écuyer, tout ça. Tu vois. Ce qui est très logique dans la chronologie, justement, écrite par J.R.R. Martin, c'est ça se passe 100 ans à peu près avant Game of Thrones, 100 ans après House of the Dragon. Dans House of the Dragon, on aura la fin des dragons et ils reviennent que dans Game of Thrones. Donc, ça. Entre les deux, il n'y a plus de magie. Ça devient un monde quasiment... ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, ça se passe à ce moment-là. Moi, j'avais lu le premier tome des nouvelles autour de ce personnage de Dunk qui va être accompagné par un petit garçon qui se fait raser la tête pour pas être reconnu parce qu'il a les cheveux argentés. Un petit peu comme les Targaryen. Voilà. Et c'est c'est pas un spoil puisqu'on le sait depuis le bouquin, c'est que c'est le frère du vieux maître qu'on voit dans Game of Thrones qui était à la garde de nuit, qui était aveugle et qui avait quasiment 110 ans. Voilà. Donc c'est l'histoire de quelques dizaines d'années avant tous les événements qui arrivent dans Game of Thrones. Voilà, donc on découvrira ça en 2026. Alors ça vient de tomber. Alors qu'est-ce qui vient de tomber ? Alors ça c'est un truc, on pensait que ça tomberait plus parce que du coup, là on va parler de Peaky Blinders. Donc en fait Peaky Blinders qui va avoir du coup un film Peaky Blinders qui va sortir en fin d'année, qui était censé donc clôturer un petit peu les 6 premières saisons. Et ben non, en fait c'est pas fini.
Et non, parce qu'en fait, du coup, ils ont signé pour... Netflix a signé pour 2 nouvelles saisons. Waouh. Alors, 2 nouvelles saisons qui se passeront dans les années 1950, donc post-Seconde Guerre mondiale. On reste chez les Shelby, mais par contre, on sera dans la génération d'après. On est post-guerre mondiale, donc on est plutôt... je sais pas si on verra Thomas Shelby, je pense. Dans une figure un peu patriarcale. Si, mais en tout cas, du coup, en fait, on sait qu'il est à la production, mais est-ce qu'il sera dedans? Donc, on verra. Enfin, voilà. Donc Netflix a commandé 6 épisodes, 2 saisons de 6 épisodes de 60 minutes. D'accord. Ok. Donc voilà. Netflix, on rappelle d'ailleurs, tout ce qui est Game of Thrones, c'était sur HBO Max. Hein. Exactement. Et dis donc, il y a encore un truc qui vient de tomber, non? Et ouais. Et du coup, là, je vais dire tout de suite la plateforme sur laquelle ça tombe pour pas oublier. Donc là, ça tombe sur Prime Video. Okay. Et attention. Après Suicide Squad, après Criminal Squad, je crois que sur Prime Video, il va y avoir la première squad que j'ai vraiment envie de regarder. C'est Glam Squad. Ah ouais. Oh. Ouais. Alors c'est quoi Glam Squad? Alors c'est la télé-réalité, c'est pas du tout. C'est une série écrite et qui sera du coup showrunnée par Rebecca Zlotowski. Ah oui. Donc Rebecca Zlotowski, on la connaît pour Belle Épine, Une fille facile ou encore Les enfants des autres. Donc c'est une série française en fait. Donc là, ouais, c'est une série française et du coup, c'est pas sa première série puisqu'en fait, Rebecca Zlotowski, elle avait déjà créé Les Sauvages sur Canal+ à l'époque. Voilà. Donc Glam Squad, ça raconte quoi? En fait, ça va raconter les coulisses du cinéma parce qu'en fait, on va parler donc d'une squad de maquilleurs. En fait, voilà, okay. ça va se passer. Donc, c'est les coulisses des HMC, comme on dit. Donc, le HMC. Du coup, c'est pour ça que c'est glam. C'est pour ça que c'est glam, ouais. Okay. Donc, ce ne sont pas que des influenceuses. HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. C'est ça. Alors, HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Et c'est génial parce qu'en anglais, on garde aussi HMC pour Hair, Makeup and Costumes. Ah ouais. Le sigle marche dans les 2 langues. Moi, je trouve ça fascinant. Après, mélangé avec HMS, hein, qui est le sigle employé pour les gros bateaux pendant l'ère de la piraterie. Et H&M qui n'a rien à voir. Voilà, exactement. Et voilà, ce sera tout pour les news de la semaine. Eh ben, écoute, merci beaucoup Andou. Je te propose à toi et à Gauthier et à tous les gens qui nous écoutent d'enchaîner directement avec le gros plan de la semaine parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. On avait eu Dahmer en saison 1, les frères Menendez en saison 2. On découvre cette année Ed Gein. Encore un serial killer, oui, mais pas n'importe lequel, puisque celui-là a tellement secoué l'Amérique des années 50 qu'il a inspiré Psycho, Massacre à la tronçonneuse ou Le silence des agneaux, pour n'en citer que quelques-uns. Qu'il s'appelle Norman Bates, Leatherface ou pourquoi pas Hannibal Lecter, ils ont tous un peu de Ed Gein en eux. Qu'est-ce qui vous choque le plus au sujet d'Ed Gein? Comment s'y prenait-il? Quelle a été son enfance? À présent, je souhaite vous montrer une chose qui est bien pire que ce bol. Tu travailles bien trop vite. Pardon, mère, je suis désolé. Prends ton temps, mon garçon. C'est sur Netflix, c'est 8 épisodes, c'est sorti le vendredi 3 octobre. Et attention, c'est du coup un épisode à ne pas mettre entre toutes les oreilles. On rappelle que Ryan Murphy, le créateur de la série, est aussi connu pour American Horror Story et il signe ici une nouvelle intrusion dans la vie des grands malades de notre temps. Le pitch en une phrase, c'est quoi? C'est que dans l'Amérique rurale des années 50, un homme apparemment tranquille vit dans une ferme isolée dans le Wisconsin et sous cette façade, Ed Gein, donc c'est son nom, cache des obsessions morbides puisque il exhume des corps, il façonne des objets à partir de restes humains et entretient, mine de rien, une relation plutôt toxique avec sa maman. Voilà, peu à peu, ces actes inspirent des figures du cinéma d'horreur et redéfinissent la notion même de monstre. C'est tout ça que raconte la série en une phrase. Avant d'aborder un débat un peu plus dense, comment vous avez trouvé Andou? Alors moi j'avais l'impression de regarder comme un film Pixar où en fait à chaque épisode l'idée c'était de trouver toutes les refs que le créateur a voulu mettre dans sa série. Tu parles en termes de easter eggs, quoi.
En termes de easter eggs, de références cachées. C'est pas vraiment caché au final, mais si quand même. Mais pas du tout en termes de j'ai emmené ma petite famille voir un film. Non, pas trop. Voilà. Parce que quand tu dis Pixar, je me dis. Oui. Tiens, non, plutôt non. C'est très curieux comme comparaison. Non, oui, plutôt ça. Ouais. Et toi, mon cher Gauthier? Écoute, moi, je ne me cache pas d'aimer énormément cette série qui s'appelle Monstre et qui donc s'intéresse à ces tueurs en série assez sensationnels. Pas vraiment tueurs en série d'ailleurs, parce que les frères Menendez sont pas des tueurs en série, mais enfin bon, peu importe. Là, cette saison-là m'a déçu. Et je vais vous parler en long, en large et en travers de pourquoi. Enfin, c'est pas que ça m'a déçu, c'est que je trouve qu'elle est problématique. Alors que les deux premières n'étaient pas problématiques, je trouve que celle-là est vraiment saupoudrée de beaucoup de problèmes à gauche à droite. Moi, de mon côté, si je dois juste, pareil que vous, dire un mot, c'est surtout un malaise profond ressenti à la vision de chaque épisode. Alors, il y a des moments particulièrement réussis, justement, où il y a des transitions entre la pop culture et les films que j'ai cités tout à l'heure, et ces tueurs de fiction, et le personnage principal, où on fait des allers-retours dans le temps avec des acteurs et des actrices qui jouent des personnages connus d'autres acteurs des années 50 ou des années 70 ou plus tard. Ça, c'est assez habile, mais voilà, vers où ça va et ce que ça raconte en profondeur, ça va être le sujet de notre discussion. Oui. Gauthier, tu disais qu'il y avait des choses qui t'avaient posé problème. Avant de les aborder, déjà, quelles sont les qualités de la série ? La série a une grande qualité principale et qu'elle met en lumière dès le premier épisode et dont on a déjà parlé un petit peu, c'est de mettre ce tueur en particulier, Ed Gein, en perspective dans l'histoire du cinéma américain. Et même de la pop culture. Ou de la pop culture de manière générale. Mais on va y revenir parce que ça a un revers de la médaille, ça aussi, qui est un petit peu violent. C'est vrai que c'est Ed Gein qui a inspiré Norman Bates dans Psychose, qui a inspiré Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et qui a inspiré Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. On revoit à travers les épisodes, les 8 épisodes de cette saison, certaines des scènes mythiques de ces longs métrages qui sont reconstituées, qui sont refaites. D'ailleurs, on voit Alfred Hitchcock, on voit quelqu'un qui joue Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, on voit même furtivement quelqu'un qui joue Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des agneaux. Et donc oui, ça c'est pas mal, cette idée de nous dire Ed Gein a tellement marqué les esprits qu'il a redéfini notre notion de l'horreur. Finalement, l'horreur, les films d'horreur avant ça, c'était Frankenstein, c'était Dracula, c'était éventuellement des trucs avec des tueurs, mais qui n'étaient pas encore des tueurs en série. Là, l'effroi ressenti par l'Amérique quand il découvre de quoi Ed Gein a été capable, on le met tout de suite en perspective avec ces films, et c'est une grande idée que la série a. Après, oui, ça a un petit retour de manivelle parce que ces trois films, en particulier ces trois films-là, sont des films particulièrement horrifiques. J'imagine que vous les avez vus comme moi. C'est des films qui ont retourné le ventre de générations de cinéphiles, mais en même temps, ce sont des films extrêmement pudiques. Les trois films, Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le Silence des agneaux, sont des films qui montrent extrêmement peu de violence et qui suggèrent beaucoup plus qu'ils montrent et qui sont hyper forts justement à travers ça. Oui. Et cette série, cette saison, malheureusement... Elle fait un peu le contraire. Elle fait tout le contraire. Elle oublie complètement le concept de la suggestion, quoi. Oui, je suis d'accord. Andou, de ton côté ? Alors, du coup, là, il faut trouver les trucs que j'ai aimés, c'est ça ? Ouais, c'est Alors, ça. moi, j'ai aimé la mère. Ah, j'ai adoré la mère. Ouais. Donc, la mère de Ed Gein, déjà parce qu'en fait, dans l'histoire de Ed Gein, en fait, il a une relation, du coup, très toxique avec sa mère qui est un peu castratrice. Et jouée par Laurie Metcalf. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, j'étais là, mais où je l'ai vue déjà, cette actrice, où je l'ai vue dans Et en fait, Theory. c'est la mère de Sheldon dans Big Bang Theory. Et en fait, j'ai adoré parce que du coup, dans Big Bang Theory, elle avait déjà ce côté mère religieuse. Et là, j'adorais du coup de la revoir dans ce rôle encore plus tordu. Elle est dans Scream 2 aussi. Ah ouais, mais là, tu l'as pas ça. Ouais. Non, je l'avais pas. Mais du coup, je trouve que ce choix de casting est très bien. Et d'ailleurs, je pense que ce que j'ai aimé le plus dans cette série, finalement, c'est les personnages secondaires.
Et je trouve ça. Alors, c'était intéressant parce que, en final, moi, en commençant la série, en fait, j'avais pas vraiment envie de voir encore un film qui va rendre hommage à un tueur en série. Enfin, j'ai un peu du mal avec cet univers-là. Et au final, en fait, là où je trouve que la série, du coup, m'a un peu surprise, c'est que finalement, elle ne montre quasiment aucune empathie envers son personnage principal, qui est du coup un personnage qu'on va suivre. Et en fait, les choses vont évoluer autour de lui. Et lui, il évolue pas forcément. Il est juste, je dirais, tu disais qu'il était apparemment tranquille au début. Ben, non, en fait, dès le premier épisode, il est pas très tranquille. Hein. Il se pend, il fait des trucs un peu chelous. Oui, non, mais je veux dire, par rapport aux gens autour de lui, voilà, c'est ça, par rapport aux gens autour de lui, il se masturbe en se travestissant et tout ça. Il est un peu tendu quand même, un petit peu. On sent qu'il a des, voilà. mais du coup, voilà. Donc en fait, j'ai bien aimé le contre-pied que la série propose à partir de l'épisode 2, quoi, de dire qu'en fait, tout le monde sait que c'est le père des tueurs en série, mais par contre, comment est-ce que ce qu'on sait un peu moins, même si on connaît toutes les références, c'est vraiment comment est-ce que la pop culture, le cinéma s'est emparé en fait de cette figure de Ed Gein, en fait. Et du coup, je trouve que c'est un peu ça que j'ai bien aimé. Et du coup, en montrant comment est-ce que la pop culture s'est emparée, ils ont montré plein d'autres personnages, dont notamment Alfred Hitchcock, Anthony Perkins. Et en fait, je trouve que tous ces et la chaîne de Buchenwald, j'adore. Vicky Krieps, je trouve que c'est trop bien. Qui est en fait un personnage de comics. J'ai vu après, du coup. Mais en fait, ça me disait quelque chose. Mais après, pareil, j'ai regardé. Et en fait, c'est un personnage de comic books. Ouais, mais qui a existé. Qui a existé. Ouais. C'est-à-dire que c'est une dame qui était dans le camp de concentration, qui a fait des horreurs abominables, notamment l'histoire de la lampe avec de la peau humaine et notamment des numéros. Qui étaient ceux des juifs déportés dans le camp de concentration. C'est un personnage qui a existé. Ça, c'est quelque chose qui m'a terrorisé quand je lisais les Wikipédia à côté. Et donc, oui, c'est devenu après un personnage de comics books. Et la série nous raconte que donc, le personnage de Ed Gein tombe sur ces comics books et sur tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration et qu'il est fasciné par ça. Et il y a vraiment des scènes assez difficiles où on va mixer l'héritage visuel des camps de concentration avec justement toutes les phobies et la folie de ce personnage particulièrement tordu. Ouais, mais je trouve aussi qu'il y a un petit raccourci parce que c'est un super sujet cette histoire de la pop culture et on pourrait en parler pendant hyper longtemps. Mais je trouve que la saison fait un petit raccourci intellectuel qui est un petit peu nauséabond, ce truc de dire oui, il y a eu un comic book sur ce personnage nazi, donc la pop culture a digéré le nazisme, ensuite Ed Gein a digéré la pop culture qui a digéré le nazisme, ensuite le cinéma a digéré Ed Gein qui a digéré la pop culture qui a digéré le nazisme. Donc voilà. Et puis alors, en plus à la fin, désolé, je vous en parle, mais dans le dernier épisode, quand il y a les mecs de Mindhunter qui se ramènent pour interviewer Ed Gein et qu'il y a tous les autres tueurs qu'on a vus dans Mindhunter qui reviennent et c'est les mêmes acteurs qui y jouent et tout. T'as Netflix qui est en train de te dire maintenant la pop culture c'est nous et qu'on a digéré Ed Gein et qu'on a digéré les nazis et tout ça. Et t'as envie de dire les gars, le point Godwin atteint dès le premier épisode là, calmez-vous un petit peu. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu, j'allais dire, c'est que du coup, après, je sais pas si c'est l'histoire du personnage qui a provoqué ça, mais je pense qu'il y a quand même une paresse scénaristique par rapport aux deux autres saisons d'ailleurs, où là, en fait, j'ai l'impression que ils ont pris la page Wikipédia d'Ed Gein, ils ont dit tiens, on va faire ça, on va faire cette scène-là, et comme tu dis, en fait, du coup, je trouve ça vraiment trop facile, du coup, de juste prendre les scènes mythiques des films et de montrer un petit peu l'espèce de behind the scene d'une manière très stylisée à la Ryan Murphy, je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, la scène de Psychose sous la douche, du coup, là, j'étais limite... Enfin, ça m'a rien fait. En fait, ça m'a rien fait du tout. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est amusant de les voir recréer ces plans mythiques. Et en même temps, une fois que c'est fini, tu te dis, ça nous servait à quoi finalement. Ouais, ça, en fait, je trouve que voilà, il manquait un peu le côté, tu sais, un peu satisfaisant de retrouver un truc que tu connais ou justement d'apprendre quelque chose que tu ne savais pas mais que tu connais un peu. Là, c'était vraiment genre, voilà. Ouais, alors en plus de ça, la première saison sur Jeffrey Dahmer avait réussi à te faire voir Jeffrey Dahmer sous un nouvel angle et à te faire comprendre que si certes ce qu'il a fait est absolument monstrueux et abominable,
il le faisait parce qu'il était malade. La maladie mentale de Jeffrey Dahmer apparaissait au grand jour, et on n'oubliait pas du tout de saluer les victimes avant tout dans la première saison. D'ailleurs, c'était Evan Peters qui jouait le rôle. Vous savez pourquoi c'était Evan Peters ? Parce que c'est un copain de Ryan Murphy qui était dans plein de saisons de American Horror Story. Non, parce qu'il avait l'air Dahmer. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Ce qu'il faut dire sur la saison 1, c'est qu'il y avait aussi un discours autour de la police américaine, particulièrement raciste, déjà à cette époque-là, et qui... des homosexuels qui disparaissaient ou des gens afro-américains qui disparaissaient. Voilà, c'est ce qui a permis à Dahmer de pouvoir continuer à faire ses crimes et à les perpétrer pendant très longtemps au lieu d'être arrêté très rapidement. Il y a quand même ça, quoi, qui était dans la saison 1. Et pareil, la saison 2, vous montrez les frères Menendez qui ont donc flingué leurs parents à bout portant. De deux manières différentes, c'est-à-dire est-ce que c'est des enfants pourri gâtés complètement débiles qui voulaient hériter plus vite, ou est-ce que il n'y a pas un doute sur le fait qu'ils étaient maltraités par leurs parents. Et on nous laissait avec le doute. Mais c'était intéressant de nous laisser avec le doute. Là, dans cette saison, on fait presque une icône de Ed Gein. On oublie totalement les victimes. Et il y a un truc qui m'a un petit peu saoulé, et je tape un petit peu du poing sur la table là-dessus, c'est que j'ai pas du tout envie de me positionner en fervent défenseur de la cause féministe et tout ça. C'est pas mon boulot. Mais là, ça m'a frappé pour à quel point cette série était misogyne. Et pourtant, il tente de faire passer... j'ai l'impression qu'il tentait justement de montrer le côté féminin d'un monstre, mais c'est très maladroit. C'est hyper maladroit, et tous les personnages féminins qu'il y a autour de Ed Gein, et il y en a un sacré paquet, c'est toutes des mégères. La mère, c'est une mégère, sa copine, c'est une mégère, ses victimes, c'est des mégères. Enfin, t'es là, mais les gars, vous pouvez pas faire ça. Là, on glamourise vraiment, vraiment, vraiment un gars, quoi. On est vraiment en train de regarder, de mater vraiment comment il cousait ses petits meubles en peau humaine, et puis comment il se mettait ses masques et comment il dansait devant le miroir. C'est bizarre de faire ça, d'autant que les gens qui sont derrière cette série sont des gens plutôt intelligents et délicats. Donc, je suis un petit peu perplexe. La performance de Charlie Hunnam, qu'on avait connu dans Son of Anarchy, donc plutôt beau gosse musclé, très solaire et très charismatique, là, dans le personnage torturé et malade. Bah, c'est pas ça le problème, j'ai envie de dire. Lui, il fait très bien son boulot. Ouais, il fait très bien son boulot, mais du coup, je trouve qu'il est juste, mais il est pas non plus flamboyant. Je trouve qu'il porte moins je trouve qu'il porte moins la série que les personnages principaux des autres. Mais après, je sais pas si c'est aussi dans l'écriture. Il fait que ils ont tellement voulu. Alors pour moi, justement, je pense que le problème de la série, c'est aussi par rapport au fait de choisir le point de vue par lequel on veut raconter l'histoire. Et là, j'ai l'impression que, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que Ryan Murphy voulait avoir le point de vue des spectateurs. Et pas en fait, il n'a pas raconté son histoire du point de vue de Ed Gein. Il a voulu raconter du point de vue des spectateurs. Qui justement en fait il voulait tellement dénoncer, c'est la fascination qu'on a pour les monstres et comment en fait c'est nous qui créons les monstres, et je pense qu'il s'est un peu perdu en chemin. Peut-être qu'il a voulu avoir une portée un peu trop philosophique, et je pense que il y a plusieurs fois, que ce soit par la bouche de Hitchcock, fait du personnage qui joue Hitchcock, ou celui qui joue Tobe Hooper, donc le réalisateur de Psychose et de Massacre à la tronçonneuse, on leur fait dire plusieurs fois de manière plus ou moins directe que quelque part on a les histoires qu'on mérite. Il y a quelque chose comme ça, où c'est le reflet de l'Amérique tordue, et que plus on en veut, plus on en a, et que du coup c'est la faute des spectateurs qui en veulent toujours de plus en plus. C'est une idée assez juste, mais après... Mais c'est juste, elle est mal réalisée. Ouais, après, il y a la réalisation de ce truc, qui est que, déjà, il faut se farcir un Alfred Hitchcock qui est campé par Tom Hollander avec des prothèses de partout, c'est pas crédible une seconde. Et c'est pareil, c'est difficile à croire. Ça fait penser au pingouin. Un peu, ouais. C'est vrai. C'était l'amiral dans Pirates des Caraïbes 3. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à croire que sur le tournage de Psychose, Alfred Hitchcock a pris Anthony Perkins par le bras, il l'a emmené dans une reconstitution de la maison de Ed Gein pour lui montrer, tiens, ouvre ce coffre, tu vois, là il y a 8 vulves qui sont conservées, etc. Tu te dis, c'est un peu du grand guignol, en fait, votre truc, quoi. Puis après, Anthony Perkins, il sort de la maison, et puis il va vomir sur le plateau et tout. Enfin bon, too much.
C'est dommage parce que le mec qui joue Anthony Perkins, il est bien, ouais. Il est bien. Il est bien, ouais. Du coup, quand même, question, justement, il y a pas mal de controverses autour du true crime à l'écran. Gauthier, je sais que tu vas en parler après, mais pour vous, est-ce que cette saison de Monster franchit la ligne déjà ? Bah, c'est le sens de ce que je dis. Après, faut pas déconner. Je rejoins Andou sur le fait que l'acting tout au long de la série, sur les 3 saisons, c'est très très bien. Oui. C'est hyper bien produit. Alors c'est désagréable à regarder parce que c'est une série, il faut avoir l'estomac et extrêmement bien accroché pour le. C'est hyper malaisant, c'est très glauque. Ouais, c'est glauque. Mais bon après. Mais ça se regarde bien. On parle du Wisconsin, tu vois. Aussi. Déjà, ça part mal. On a traversé l'Amérique, on est parti de Los Angeles en saison 2, on arrive en Wisconsin, forcément. Et dans les années 50. Et dans les années 50, voilà, ça coche toutes les cases. Il y a plein de trucs trucs bizarres qui se passent dans ce département. C'est pas pour avoir, moi, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu lu la page Wikipédia et regardé quelques sites à gauche à droite qui parlaient du personnage, il y a plein de choses qui sont laissées un petit peu dans l'entre-deux, dans la réalité. On ne sait pas vraiment si il s'en est pris à son frère ou c'est malencontreuse un accident, ça n'a jamais été tranché en procès. Il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais, la série, elle prend des partis pris, elle tranche. Oui, il me semble qu'il y a que 2 victimes avérées de Ed Gein. Mais effectivement, et pas mal de corps déterrés aussi. Oui, bien sûr. Mais effectivement, la série prend plein de libertés, mais elle a toujours pris plein de libertés. Ouais, on en parlera tout à l'heure sur le true crime. Elle prend plein de libertés, mais je trouve que pour le coup, cette saison ne prend aucun risque. Ouais. Tu vois, outre que visuellement pour choquer, quoi. Ouais, mais même, je trouve que du coup, déjà, tu vois, en termes de mise en scène, tu vois, dans la saison 2, je me rappelle qu'il y avait un super plan séquence là dans la prison. Tout un épisode en un plan. Ouais. Et tu vois, enfin voilà, je trouve que c'est ça que je dis, un peu des risques de mise en scène. Et là, je trouve que du coup, cette paresse scénaristique va même jusqu'à la paresse de réalisation où ils vont jusqu'à, quand il dit les mecs de Mandator arrivent à la fin, en fait, c'est pas juste que les mecs arrivent, c'est qu'ils ont copié plan sur plan, étalonnage compris. Ce que faisait Fincher dans Mindhunter. Donc du coup, voilà, je trouve ça un peu. Moi, j'ai quand même bien accroché sur justement les transitions où on passe d'une période à l'autre, un moment où on est avec Hitchcock dans un décor et où par un mouvement de caméra, on se retrouve dans les années 50. Il y a des effets de transition qui fonctionnent quand même. Oui. Voilà. En tout cas, ça s'appelle Monstre saison 3. Donc c'est sur le personnage de Ed Gein. C'est disponible sur Netflix en 8 épisodes. Merci à tous les deux. Je vous propose d'enchaîner tout de suite. Puisque mon cher Gauthier, enchaîner 3 saisons de Monster, ça t'a inspiré, on dirait. Et t'as plutôt envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui ? Eh ben, on va dire les vrais trucs sur le true crime, ce genre qui est un genre cinématographique, mais qui est avant tout un genre littéraire, qui est né de là. Le true crime, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de raconter, de reconstituer un événement criminel et de se documenter de manière un peu journalistique pour le restituer au plus proche. Et le donner donc à lire à la base ou à regarder quand c'est une adaptation cinématographique ou en série. L'auteur par excellence, c'est pas compliqué, c'est Truman Capote avec De sang-froid, qui est devenu un film. C'était quand même un peu compliqué. Merci pour l'info. Non, c'est ce genre d'auteurs qui ont donné ces lettres de noblesse à ça. Au cinéma, on voit tout ce que c'est, ce que ça peut être. C'est ces films qui commencent par ce que vous allez avoir être inspiré de faits réels et tout ça. Et ça va souvent en documentaire d'ailleurs aussi. Les gens qui regardent Netflix le savent. Netflix est truffé comme ça de documentaires retraçant des événements. Et les gens sont très très férus de ce genre. Il y a quand même, enfin, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça. Il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de gens aussi qui s'en désintéressent, qui trouvent que tout ça c'est un petit peu de l'obsession de la violence et qu'il y a peut-être une corde morale sensible qui est touchée dans cet appétit que les gens peuvent avoir pour ce genre. Est-ce que c'est pas un petit peu comme tous ces gens qui ralentissent sur la route quand il y a eu un accident ? C'est exactement ça. J'allais justement t'en parler. C'est exactement ça. Tu fais très très bien de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une corde morale qui existe quand on voit un accident entre le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de tourner la tête pour voir ce qui s'est passé
et s'arrêter, frein à main, sortir, dire poussez-vous, je veux regarder. Je vais faire une photo. Je vais faire une photo, un story. selfie et tout ça. Bon, voilà. Il y avait un film de Alejandro Amenábar dans les années 90, très malin sur la question, qui s'appelait T6, et qui disait qui commençait par un accident comme ça, et une personne qui passe à côté d'un accident dans le métro et qui peut pas s'empêcher de vouloir regarder ce qui s'est passé. Il y a une différence morale entre faire ça et, à la fin du film, découvrir que quelqu'un fait des snuff movies parce qu'il veut continuer à regarder éternellement des images, les images les plus violentes possibles. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a il y a toujours eu une fascination pour, pas forcément pour les snuff movies, mais on se souvient que dans les vidéoclubs des années 80 et 90, il y avait des vidéos qui s'appelaient La mort en direct et tout ça. Donc, il y a une... Les débuts d'Internet étaient farcis de sites comme ça aussi. Hein. Exactement. Il y a chez l'être humain une volonté très forte de se retourner l'estomac et de savoir jusqu'où on peut supporter l'horreur du monde réel. Est-ce que c'est pas aussi pour justement voir jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller ? Catharsis aussi peut-être. Peut-être, tout ça est vrai. Moi, ce qui m'amuse, c'est que ça tombe dans un cliché qui est que, sous prétexte qu'on regarde un film qui commence par le carton, ce que vous allez voir est inspiré de faits réels, on lui donne plus de crédit. C'est-à-dire qu'on se dit c'est mieux parce que c'est vrai. D'ailleurs, il y a même des spectateurs qui n'osent même plus se questionner sur la réalité. Ils comprennent pas que ça a une mise en scène, qu'il y a un metteur en scène derrière, que c'est des acteurs. Ils se disent bah voilà, puisqu'on m'a dit que c'est vrai, bah c'est que c'est vrai. Blair Witch en avait même fait un argument marketing alors que c'était absolument pas vrai. Oui, bien sûr. Les films en found footage sont le top niveau de ça. C'est qu'on joue avec... C'est très théorique, hein. On joue avec ce qu'on appelle le degré d'iconicité. Vu que c'est de la caméra qui tremble, bah, c'est probablement que c'est tonton Roger qui l'a fait et que ça s'est vraiment passé, tu comprends. Moi, le truc le plus lol que je connaisse sur le true crime, c'est les frères Cohen. Vous voyez qui c'est, les frères Cohen ? Oui, à peu près, oui, quand même. Oui, vous avez vu le film Fargo ? Oui. Alors, le film Fargo, il commence par ce que vous allez voir est inspiré de faits réels. Je m'en rappelle même plus. Les noms des personnages ont été changés pour respecter les victimes. Bon, Fargo n'a jamais de la vie été inspiré de faits réels. Hein, ça n'est du tout, quoi. Ils ont mis ça juste comme un gimmick pour que justement les petits spectateurs soient là, genre du coup on va faire vachement attention parce que c'est la vraie vie. Et il y a eu une légende urbaine. Faites attention à ce que je vais vous dire parce que c'est une légende urbaine. Les faits ont été restaurés depuis. Mais la légende urbaine, c'était qu'une véritable touriste japonaise était allée dans le Minnesota et dans le Dakota Nord. Elle était même allée à Fargo, dans le Dakota Nord. C'est l'état de Fargo. Ouais. Exactement. Elle y est allée en 2001 et elle s'y est suicidée. Et il y a eu une légende urbaine qui disait qu'elle y était allée pour retrouver l'argent que Steve Buscemi a caché dans la neige et que personne n'a retrouvé à la fin de Fargo, puisque tout ça est inspiré de faits réels. Et je crois même qu'il y a eu un film sur le suicide de cette jeune japonaise qui s'appelait Takako Konishi. Donc le Fargo fait un faux film inspiré de faits réels qui du coup devient une légende urbaine qui inspire un film. On a totalement retourné le true crime de façon méta. Donc ça, je trouve ça pas mal. Sinon, j'ai pas d'opinion. Moi, je suis vraiment quelqu'un plutôt d'intéressé par le true crime, comme je le disais sur la série Monstres. Les deux premières saisons m'ont vraiment passionné. Je regarde souvent les documentaires sur Netflix ou ailleurs sur des histoires criminelles. Ça me passionne. Snap, les femmes tueuses. Oui, Le jour où tout a basculé. C'est ça. El dia que cuando todo ha basculado. Le gros cliché là-dessus, c'est faites entrer l'accusé, tu sais. Voilà. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, mais c'est vrai que comme on vient de le voir avec la saison 3 sur Ed Gein, il faut faire attention parce que cet intérêt légitime qu'on peut avoir pour des faits réels, ça marche sur un fil qui est très fin et ça peut très vite tomber dans une affaire de complaisance et de voyeurisme. Oui, et puis
mythification de personnages abominables. Oui. On avait vu que quand il y avait tous ces serial killers dans les années 70, il y a plein de gens qui leur écrivaient, qui étaient fascinés, qui en faisaient des héros, ou qui tombaient amoureux. C'est toute la fin d'ailleurs de la saison 3 de Monstres, où on revoit tous les plus grands serial killers qui avaient été mis en scène dans Mindhunter, et ils sont comme des fanboys autour de Ed Gein, ils sont tous là à lui dire c'est le dieu, t'es trop fort, t'es notre dieu à nous et tout. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine, c'est l'agenda. Et cette semaine, on est début octobre et on va parler des sorties plus précisément entre le 6 et le 12 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Depuis lundi, depuis le 6, on a enfin sur Paramount+, en 10 épisodes, The Agency. Ah, trop bien. Et The Agency, c'est quoi ? C'est une série d'espionnage, un thriller politique, mais c'est surtout la version US, donc américaine, du Bureau des légendes de Eric Rochant. Ouais. Alors cette fois c'est avec Michael Fassbender qui fait Mathieu Kassovitz. Exactement, et puis on retrouve aussi quand même Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith ou Richard Gere. Excusez-moi du peu. Et on transpose donc tout le contre-espionnage français directement de l'autre côté de l'Atlantique dans la CIA. Et on retrouve donc le pitch, c'est quoi ? C'est que Martian, le Martien, agent secret de la CIA, est en mission longue durée. Et il est rappelé à Londres pour reprendre du service dans la station locale. Pourquoi ? Parce que lorsque, à ce moment-là, on réintroduit dans sa vie une femme qu'il avait dû abandonner, et ses sentiments refont surface. Et du coup, son identité secrète, sa mission, son engagement personnel entrent en conflit, et ça entraîne tout ce petit monde dans une toile d'intrigue internationale et de manœuvres diplomatiques. Voilà, ça s'appelle The Agency. Et moi, j'ai presque envie d'appeler ça Sexy Bureau des légendes. The Agency, donc disponible sur Paramount+. Depuis mardi, toujours sur Paramount+, décidément pas mal de sorties sur Paramount+, cette semaine, un documentaire, cette fois, un documentaire musical qui s'appelle No Escape From Now, un doc sur les dernières années et le concert mythique qu'avait donné Ozzy Osbourne avec tout un groupe d'amis et de proches juste avant son décès. Alors le documentaire, il couvre les 6 dernières années de la vie du musicien, donc Ozzy Osbourne, ses problèmes de santé évidemment, hein, ses chutes, Parkinson, ses opérations, son combat personnel et son retour en studio avec les membres pour l'album Ordinary Man et Patient Number 9, ainsi que son désir de remonter sur scène une dernière fois. C'était vraiment quelque chose qu'il avait à cœur et dont il parle depuis longtemps. Et on y voit les grands moments publics, son intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame, ses performances, en particulier le concert de Black Sabbath en juillet 2025 à Birmingham, et tout ce qui se passait un petit peu avant son décès. Alors évidemment, Ozzy Osbourne, c'est un personnage historique du rock et du rock un petit peu qui a été très critiqué avec pas mal de références un peu noires, etc. Il se faisait appeler le Prince of Darkness, mais ça n'empêche pas que c'était un film qui n'était pas prévu pour être posthume. Ozzy nous a quittés plus tôt que prévu. Donc lui, il parle dedans, sa famille aussi, ses proches, et aussi des personnalités issues du monde de la musique, hein, comme des membres de Black Sabbath, bien sûr, mais aussi Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Tom Morello de Rage Against the Machine, Billy Corgan des Smashing Pumpkins, James Hetfield, Robert Trujillo de Metallica, Billy Idol ou Duff McKagan des Guns N' Roses. Donc il y a du beau monde et des gens qui ont participé peu ou prou à son concert mythique, justement quelques semaines avant sa mort. Ouais, moi ce que je trouve triste avec Ozzy Osbourne, c'est qu'il soit tellement devenu une icône de la télé-réalité, quoi. C'est dommage, quoi. Le Prince of Darkness, il est devenu une icône de la télé-réalité, c'est tout moisi, quand même. 90 minutes, en tout cas, pour revenir sur plutôt le Prince of Darkness que sur l'icône de la télé-réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Disney+, une série française, 6 épisodes, ça s'appelle Les Disparus de la Gare. C'est sorti mercredi et c'est inspiré True crime d'une histoire vraie. Ouais, c'est du true crime. Et ouais, la série, elle retrace quoi ? La durée d'environ 20 ans d'une enquête en France, dans les Pyrénées-Orientales, autour de Perpignan. C'était les filles qui disparaissaient à la gare de Perpignan, c'est ça ? Exactement. Pourquoi ? Parce qu'entre 95 et 2001, 3 jeunes femmes sont assassinées et une 4e disparaît dans le quartier de la gare de Perpignan. Flore Robin, fraîchement promue enquêtrice, est confrontée dès sa première affaire à une violence insoupçonnée. Elle collabore avec le capitaine de
police Franck Vidal et le mentor Félix Sabueso. Parallèlement, la mère de la première disparue poursuit inlassablement sa quête de vérité. C'est créé par Gaël Bélan et réalisé par Virginie Sauveur. On retrouve Camille Raza dans le rôle titre, ainsi que Hugo Baker, Patrick Timsit, Mélanie Douté, entre autres. Voilà. Alors moi je vais être totalement transparent avec vous parce que j'ai vu qu'il y avait une campagne marketing de déglingo autour de cette série. Sur tous les bus. Ouais, on va un peu vous laisser décider, mais si ça devient un phénomène de société, on reviendra dessus, hein, évidemment. En attendant, depuis mercredi toujours, on passe sur Netflix et dans un autre registre. C'est toujours une série française, mais cette fois, on est dans quelque chose de différent. C'est une mini-série d'aventure avec Pio Marmaille, Alice Isaz et Olivier Gourmet. C'est 8 épisodes et ça s'appelle Nero. Ça se passe en 1504. Hein. Vous avez compris que c'est vraiment une série... Série événement. En événement et en costume. En costume. Avec Pio Marmaille, qui était Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Voilà, ça se passe dans le sud de la France. Et Nero, c'est qui ? C'est un assassin méthodique qui est trahi par son maître et ancien allié. Voilà, donc c'est une quête de vengeance à travers le sud de la France dans une période de trouble où l'Église avait pas mal son mot à dire sur pas mal de choses. C'est créé par Jean-Patrick Bénès, qui avait fait le Bureau des légendes notamment et participé aussi à Kaamelott. Donc autour de Pio Marmaille, on l'a dit, Alice Isaz, mais aussi Olivier Gourmet. Voilà, c'est du beau monde pour une série sur Netflix qui a l'air d'être sans prétention, mais une série bien produite et d'aventure. Ouais, très bien. Et enfin, toujours sur Paramount+, et pourquoi ? Parce que un film d'horreur au mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, ça marche beaucoup mieux. Oui. Ça sort aujourd'hui 1h30 pour un film d'horreur qui n'est pas tiré d'une histoire vraie. Et heureusement. Pourquoi ? Parce que Polly, elle reçoit une boîte mystérieuse par un visiteur nocturne et on lui donne une consigne, y placer quelque chose dont elle a besoin, quelque chose qu'elle déteste et quelque chose qu'elle aime. Ce rituel étrange bascule peu à peu dans un cauchemar réveillé où la réalité se déforme, la mémoire la trahit et elle est confrontée à des choix impossibles tout en devant lutter pour protéger ce qui lui est cher. Pourquoi on en parle ? Parce que c'est le réalisateur qui avait fait The Strangers et parce que c'est avec Dakota Fanning dans le rôle titre. Ok, très bien. Elle joue à J'aime pas en fait. Elle joue à J'aime pas, mais avec des conséquences un petit peu plus... voilà. Moi, je vais regarder parce que j'aime toujours bien ça, un bon petit nanar d'horreur une fois de temps en temps, je trouve ça cool. J'aimerais juste qu'ils arrêtent avec les films sur... on a trouvé une boîte avec marqué « Les boîtes du diable, ne pas ouvrir ». On l'a ouverte. Oh zut, c'était la boîte du diable qu'il fallait pas ouvrir. Ça s'appelle Vicious et c'est sur Paramount+. Je rappelle aussi que, voilà, rapidement, si vous voulez revenir sur Le braquage à 6 millions, une série documentaire sur l'affaire Kim Kardashian, c'est aussi disponible depuis le 6 octobre sur HBO Max. Ce sera tout pour les sorties. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'achève notre émission. C'était Originals saison 2, épisode 6. Et on remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou qui va nous quitter pour partir en montage. Hein, c'est ça. Directement. Merci les gars, merci les copains. Nous, on se retrouve le vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.